En effet, du pouvoir est bien présent au niveau des grandes institutions internationales où siègent des États comme l'ONU, l'OTAN, l'OCDE, le FMI, etc., etc. Et à chaque fois, de surcroît, de nombreux acteurs ont leur mot à dire. Les chefs d'État, les ambassadeurs, les fonctionnaires, les experts, les groupes de pression, les partis politiques européens, etc., etc. Alors, il faut d'abord distinguer, faire une distinction entre les différentes organisations internationales. Donc, si on se focalise sur l'ONU, il est clair que l'influence, le pouvoir que cette organisation aura sera différente du pouvoir d'une organisation comme le FMI ou encore l'OMC ou d'autres organisations encore. Alors, en ce qui concerne l'ONU, déjà là, en son sein, il y a différentes institutions et certainement la plus importante en termes d'exercice du pouvoir, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Là également, il y a une asymétrie de pouvoir. Je dirais qu'au sein de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez 15 membres permanents, membres de l'organisation. Vous en avez 10 qui sont non permanents et 5 qui sont permanents. Les 5 permanents détiennent chacun un droit de veto. Donc ça signifie qu'ils peuvent bloquer à tout moment une décision qui serait proposée par le Conseil de sécurité. Ensuite, on peut, par exemple, évoquer le cas du Fonds monétaire international, une organisation qui est une organisation économique et financière internationale, où siègent plus de 180 pays. Et là, il y a également une asymétrie du pouvoir. On sait très bien que pour arriver à faire passer une décision, pour faire en sorte qu'un plan d'ajustement structurel soit adopté par le FMI, il faut absolument atteindre les 85% des voix. Et il y a un État aujourd'hui qui détient un droit de blocage, ce sont les États-Unis avec 17%. Donc ça signifie que là, au sein du FMI, l'asymétrie de pouvoir est encore plus importante qu'au sein d'une organisation comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci étant dit, une fois que le FMI adopte un plan d'ajustement structurel, cela doit être mis en application au sein d'un pays donc, qui reçoit un financement à condition que ce pays adopte des politiques économiques très particulières définies par le FMI. On pourrait prendre le cas, par exemple, de la Grèce. On sait très bien que la Grèce est aujourd'hui et depuis quelques années gouverné par un gouvernement de centre-gauche qui est arrivé au pouvoir avec un agenda politique qui était exactement à l'opposé des politiques d'ajustement structurel proposées par le FMI, la Commission européenne et encore la Banque centrale européenne. Le gouvernement de Syriza n'a pas pu mettre en application son agenda socio-économique et a dû, pour pouvoir jouir des prêts du FMI, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, a dû mettre en application des politiques pour lesquelles ce gouvernement n'avait pas été élu. Et donc là, on voit qu'une institution internationale comme le FMI, mais encore une autre institution comme la Commission européenne ou la Banque centrale européenne, peuvent contraindre un État à adopter des politiques publiques, des politiques économiques dont il ne souhaite pas mettre en application. On pourrait également évoquer le rôle un peu, ou l'influence un peu feutrée de certaines organisations comme l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une organisation qui fait énormément de recommandations auprès de ses États membres. Elle produit de très nombreux rapports et elle est productrice d'un jargon économique. Et ce jargon, souvent, est repris par toute une série d'États, et plus particulièrement par ses États membres. Et donc, on pourrait dire que là, cette organisation jouit, grâce
au fait qu'elle produit ses rapports, grâce au fait qu'elle engage des économistes formés dans les plus grandes universités internationales, eh bien, elle jouit d'une certaine reconnaissance et de ce fait d'une certaine influence auprès de ses États membres. Autre organisation qu'on pourrait évoquer, et qui est différente des autres que j'ai mentionnées, c'est l'OMC. L'OMC qui a un organe très important en termes de résolution de conflits, c'est l'ORD, l'organe de règlement des différends. Il faut savoir qu'au sein de l'OMC, chaque État a une voix. Donc, théoriquement, on peut dire que si un État s'oppose aux 160 autres États à adopter un projet, une décision, eh bien, il pourrait théoriquement bloquer le processus de décision. Ceci étant, il y a aussi des mécanismes informels où s'exerce le pouvoir au sein de cette organisation. Il y a ce qu'on appelle la quadrilatérale ou le G5, c'est-à-dire des acteurs prépondérants au sein de l'OMC qui déterminent, je dirais, l'agenda même de l'OMC. Ce sont les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Inde et le Brésil. Donc, et autre élément intéressant par rapport à cette organisation où s'exerce le pouvoir, c'est que quand l'organe de règlement des différends de l'OMC adopte une recommandation ou décision, elle doit obligatoirement être respectée par les autres États membres sous peine de sanctions économiques. Et donc là, on a pu constater à travers toute une série de cas que des grandes puissances comme les États-Unis, mais aussi une grande puissance commerciale sur la scène internationale comme l'Union européenne ou la Chine ou le Brésil, ont par moments perdu certaines affaires et ont été amenés à dédommager les autres acteurs pour les politiques qu'ils avaient mis en place et qui affectaient ces acteurs. Merci. Au niveau international, on usera plutôt du terme puissance pour qualifier un acteur détenteur de pouvoir. Alors, la notion de puissance renvoie à une situation où un acteur parvient à combiner des attributs matériels et immatériels de la puissance. C'est de cette combinaison qu'il parvient à exercer et à être reconnu comme une puissance sur la scène internationale. Les attributs matériels renvoient à la force, au pouvoir militaire, alors que les attributs immatériels de la puissance renvoient à des notions, comme le nom l'indique, immatérielles, la culture, le rayonnement culturel de l'acteur, l'idéologie, la diplomatie, tout ceci sont des éléments immatériels de la puissance. Donc il faut nuancer le propos. D'abord, un rapport de pouvoir est rarement deux acteurs, il est plutôt entre plusieurs acteurs. Ensuite, il y a dans l'analyse du pouvoir une importance à accorder à la relation entre les acteurs. C'est dans la relation que l'on peut saisir le rapport de force. Enfin, on peut déduire de ce qui précède que non seulement il y a de nombreux acteurs, mais qu'en plus, le pouvoir n'est jamais totalement incarné dans un seul acteur. Nouvel aspect important, nouvel élément. Le pouvoir circule. Prenons les exemples de Joseph Staline et d'Adolf Hitler, deux personnages qui ont été longuement à la tête de régimes totalitaires, extrêmement répressifs. Staline s'est ainsi hissé et maintenu au pouvoir de 1922 à 1953 et Adolf Hitler de 1933 à 1945. Dans la Russie soviétique et dans l'Allemagne nazie, Joseph Staline et Adolf Hitler étaient tout-puissants. Leurs paroles avaient force de loi. Il suffisait qu'ils prennent une décision pour que celle-ci pèse autant qu'une loi votée au Parlement. Ils avaient le droit de vie ou de mort sur leur entourage et régnaient sur l'administration, l'armée, la police, les services secrets, etc.
Cette toute-puissance a été rendue possible par un progressif affranchissement des structures institutionnelles traditionnellement dévolues à la limitation des pouvoirs du chef d'État et à l'élimination de toute concurrence. Si on prend Adolf Hitler, il est remarquable d'observer que son ascension politique et sa dictature reposent, et la dictature qu'il va mettre en place repose sur la capacité à s'imposer comme un acteur essentiel des organisations dont il fait partie, que ce soit du parti ou plus tard de l'État. Par exemple, la loi allemande des pleins pouvoirs de 1933 donne la capacité au gouvernement du Reich d'édicter des lois sans avoir à passer par la case législative. Les lois du Reich sont signées par le chancelier seul, ce qui lui octroie un pouvoir absolu et central. En effet, Adolf Hitler a placé la chancellerie du Reich au centre du système décisionnaire, du système qui organise les décisions. Elle contrôle l'ensemble des ministères. Commandant en chef de l'armée, il prend seul les décisions stratégiques en matière de politique étrangère ou en matière de questions militaires. À titre d'exemple, à la fin de la guerre, l'offensive von Rundstedt qui a lieu dans les Ardennes belges est en réalité décidée et organisée par Hitler lui-même. La dictature personnelle de Joseph Staline apparaît également dans l'énorme pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Entre ses mains résident les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Par exemple, les procès de Moscou, qui eurent lieu de 1936 à 1938, sont des procès truqués, voulus et organisés par Staline afin d'éliminer ses adversaires. Le droit de vie ou de mort de Staline s'incarne également au travers des fameuses listes de gens condamnés, fournies à Staline par le chef du NKVD, le commissariat du peuple aux affaires intérieures. Staline en a ainsi signé environ 383, qui permettaient l'exécution des condamnés sans procès. Malgré cette toute-puissance, ils étaient parfois contraints, Staline et Hitler, de tenir compte des rapports de force dans leur entourage. Pour asseoir leur pouvoir, ils devaient parfois tenir compte de l'opinion publique ou de tel ou tel haut dignitaire qui avait réussi à concentrer également du pouvoir. Ainsi, sous le régime nazi, l'opération secrète T4, qui visait à exterminer les adultes handicapés physiques et mentaux à partir de 1939, a été interrompue sur ordre d'Hitler en 1941. Plusieurs acteurs se sont en effet opposés à Hitler dans ce cadre. Il s'agit notamment de l'évêque de Münster, Monseigneur von Galen, qui condamna l'opération dans le cadre d'un prêche diffusé dans son diocèse, mais surtout de la réaction outrée de la population allemande, dont Hitler avait besoin de soutien. Dans ces conditions, Hitler n'avait d'autre choix que de se soumettre à l'opinion publique. On peut affirmer que même celui qui a énormément de pouvoir doit donc quand même tenir compte du pouvoir d'autrui.